En France, il y a environ 22 000, 23 000 patients qui sont inscrits en liste d'attente de greffe. Pourquoi on est en pénurie d'organes ? Refus du don d'organes, donneurs parfois qui peuvent être trop âgés, polyvasculaires, l'espérance de vie qui s'allonge un petit peu. On vit plus longtemps, donc il y a plus de patients en dialyse. Comment on définit une xénogreffe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la transplantation d'un organe non humain vers un receveur humain. Vraiment la première expérience, on va dire sérieuse, moderne, c'était les années 60. L'anatomie du porc, elle se rapproche de l'anatomie humaine ? Proche d'un point de vue physiologique et aussi anatomique. Et il y a certaines sociétés qui se concentrent sur des cochons nains pour que la taille du rein soit plus facile à implanter. Le risque de rejet, il existe aussi, tu l'as dit, avec les animaux. Et pour cela, les porcs sont génétiquement modifiés. Ça a été possible grâce à CRISPR, c'est-à-dire ce qu'on appelait le ciseau moléculaire. Une des modifications génétiques qu'on peut faire, c'est enlever le gène qui est le récepteur à l'hormone de croissance. Évidemment, la xénotransplantation, c'est pas pour tout le monde. Dans un receveur humain, qui lui sécrète de l'hormone de croissance, ne grossira pas. Dans combien de temps on pourrait avoir une xénogreffe en France ? 11 000. C'est environ le nombre de patients qui sont en attente d'une greffe de rein en France et qui s'exposent à un problème, la pénurie d'organes. Aujourd'hui, je reçois le docteur Cyril Guillot-Tantet, qui est urologue à l'hôpital Foch de Suresnes et qui est un expert des greffes rénales. Ensemble, on va aborder une révolution médicale, scientifique et technologique, la greffe de rein de porc chez l'humain, autrement appelée xénotransplantation. C'est un invité exceptionnel qui va dans les prochains mois se former aux États-Unis dans une équipe pionnière sur la xénogreffe. L'épisode est disponible en vidéo sur YouTube et en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast et Google Podcast. Ça va être passionnant et c'est tout de suite avec le docteur Cyril Guillot-Tantet. Salut Cyril. Bonjour. Je suis super content de te recevoir. On va aborder un sujet, la xénotransplantation, que j'ai pas encore abordé dans le podcast. Et tu vas nous permettre d'avoir une expertise importante. Tu es spécialisé dans les greffes rénales et tu vas, dans les mois qui viennent, arriver aux États-Unis pour te former avec une équipe qui a déjà fait plusieurs greffes de reins chez l'humain à partir de reins de porc. Tu les as rencontrés il y a quelques semaines. Comment ça s'est passé ? Oui, déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai été début octobre rencontrer l'équipe du docteur Montgomery au sein du laboratoire Keating, qui est spécialisé et pionnier dans ces transplantations de xénogreffes. L'accueil a été très sympathique et on a pu commencer un peu à dessiner mon projet de post-doctorat que je vais faire là-bas, essentiellement sur des marqueurs urinaires prévisibles dans le cadre de rejet particulier, parce que c'est le rejet de la xénogreffe. Et donc, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais il y a toute cette partie de rejet à bien définir et à prendre en compte, quelque chose qui est relativement nouveau. Alors, comme tu dis, on va en parler. J'ai plein de questions. C'est un sujet qui fait les gros titres parfois et qui suscite plein d'interrogations. Pour commencer, comment on définit une xénogreffe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La xénogreffe, c'est la transplantation d'un organe non humain vers un receveur humain. Donc, il y a des xénogreffes de tous les organes, essentiellement greffe cardiaque et greffe rénale, mais il y a aussi la xénogreffe hépatique et puis la xénogreffe pulmonaire qui ont été réalisées dernièrement. Ça fait combien d'années que tu travailles dans le domaine des greffes rénales ? Alors moi, j'ai commencé mon clinica en 2017 en urologie à la Pitié-Salpêtrière et j'ai fait une année dédiée en 2019 dans un service de transplantation rénale où vraiment je me suis spécialisé dans la transplantation rénale. Et puis après, en 2021, je suis parti à l'hôpital Foch évidemment en tant qu'urologue et urologue spécialiste des transplantations rénales. Très bien. Quand j'ai préparé l'épisode, j'ai un peu regardé ce qui s'est fait dans l'histoire et je suis tombé sur des éléments que j'ignorais complètement. J'ai vu qu'au 19e siècle, il y avait l'armée anglaise qui essayait de faire des greffes de peau de grenouille pour réparer les grands brûlés. Et j'ai également vu qu'au 20e siècle, il y avait un médecin qui s'appelait le docteur Voronov, je crois, qui a greffé des testicules de chimpanzés chez des personnes qui voulaient récupérer un peu de vigueur. Je sais pas si c'est des choses qui sont connues. Alors, j'avais pas ces détails là sur les organes testiculaires ou la peau, mais c'est sûr que là, les premières expériences de xénogreffe, ça remonte au début du XXe siècle, 1910, il me semble, la première transplantation d'un rein de primate chez un homme. Ça n'a pas fonctionné parce qu'en plus il n'y avait pas les traitements immunosuppresseurs, etc. Mais voilà, c'est début du XXe siècle.
Et puis, de façon plus sérieuse, avec l'arrivée de la transplantation dans les années 60, il y a eu la première xénotransplantation, pareil, d'un rein de primate vers un humain dans les années 60. Et bon, là, il y a eu après des problèmes de rejet, etc. Mais vraiment, la première expérience, on va dire, sérieuse, moderne, c'était les années 60. Et au départ, tu disais que c'était un primate. Les singes sont a priori les animaux les plus proches de nous génétiquement. Pourtant, c'est pas vers eux qu'on s'est tourné aujourd'hui pour faire des xénogreffes. Oui, tout à fait. C'est vrai que pendant longtemps, donc à partir des années 60, on a pris comme sujet le primate. Et en fait, il y a eu des problèmes assez importants de rejet, parce que les traitements immunosuppresseurs n'étaient pas les mêmes. Et donc, c'est finalement une technique qui a été abandonnée dans les suites. Et elle est revenue dernièrement avec une autre approche. L'idée, c'était de modifier les espèces et donc les greffons. Et pour ça, il fallait faire un peu de l'élevage, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le porc, parce que c'est assez facile à élever. D'un point de vue éthique, c'est moins proche de l'homme, donc entre guillemets, c'est plus facile de faire de l'expérimentation sur du porc ou de la souris que sur un primate, quoi. Et donc voilà. Et puis il y avait aussi le problème, comme on est assez proche du singe, c'était tout ce qui était transmission de virus, et notamment les rétrovirus. Et voilà. Et c'est pour ça que finalement, la xénogreffe s'est vraiment redéveloppée ces 10 dernières années en utilisant comme modèle, comme sujet d'étude, le porc. C'était une de mes questions. On va y revenir sur les risques infectieux. L'éloignement avec le porc sur le plan génétique est donc favorable pour nous pour limiter le risque de transmission d'agents infectieux. C'est ce que tu dis. Oui, tout à fait. Et alors, donc, on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir. Il y a quand même des virus chez le porc. Des transmissions interespèces, qui est vraiment un des points de vigilance sur ces études, qui sont en tout cas plus contrôlables que chez le primate. En tout cas, en faisant des modifications génétiques, on arrive justement à contrôler ça. Très bien. En pratique technique, l'anatomie du porc, elle se rapproche de l'anatomie humaine ? Oui, tout à fait. Le porc est assez proche d'un point de vue physiologique et aussi anatomique. D'ailleurs, à l'école de chirurgie, il y a souvent des formations un peu pour les chirurgiens, pas forcément en transplantation, mais apprendre par exemple à faire des néphrectomies, etc. Ça se fait volontiers sur des reins de porc. C'est un tissu qui est un petit peu plus fragile, donc il y a quand même des petites subtilités par rapport à un organe humain, mais anatomiquement, physiologiquement, c'est très proche. Il y a plusieurs sociétés qui font en sorte de transformer génétiquement les reins de porc et les produire. Et il y a certaines sociétés qui se concentrent sur des cochons nains pour que la taille du rein soit plus facile à implanter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le transplante aura une fonction, évidemment, d'assurer une fonction rénale, mais il est aussi sujet, comme le rein d'humain, à d'autres influences, et notamment hormonales, et notamment l'hormone de croissance. Donc, soit il y a eu deux approches qui ont été théorisées, soit prendre des mini-reins. Par exemple, c'est un porc qu'on appelle du Yucatan, qui est plus petit et qui, du coup, permettra, notamment en cas de greffe rénale, mais aussi de greffe cardiaque, parce qu'il peut y avoir ces problèmes-là aussi en greffe cardiaque, de rester un organe de petite taille. L'alternative, sinon, c'est de prendre un rein, de le modifier génétiquement pour qu'il soit knock-out, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus le gène de récepteur de l'hormone de croissance, c'est-à-dire que le receveur, qui va sécréter une hormone de croissance, n'influera pas sur la taille du greffon. Très bien. Donc deux approches, soit un petit rein, soit un rein qui est knock-out sur l'hormone de croissance. Et ça, c'est des choix que font les sociétés exactement, américaines. les industriels. Et deux grandes sociétés, il y en a qui ont choisi de prendre des mini-reins, enfin des mini-cochons, pardon, et puis d'autres qui ont knock-out sur ce gène-là. Qui ont retiré le gène de l'hormone de croissance. Tu disais tout à l'heure, les premières xénogreffes sérieuses, c'est plutôt les années 60, et puis tout de suite, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas à cause de problèmes immunologiques, de faire un rejet aigu ou hyper aigu, en tout cas très rapide. Finalement, la recherche, elle est repartie un peu en arrière. Elle a dit, on va faire d'abord des xénogreffes chez les animaux, et dans un deuxième temps, dans les années 2020, il y a eu les premières greffes chez les patients qui étaient en état de mort encéphalique. Pour les auditeurs, état de mort encéphalique, c'est, pour simplifier, le cerveau qui ne fonctionne plus. Par contre, il y a encore la fonction cardiovasculaire du corps qui fonctionne, et donc le sang circule.
Et mettre un greffon à ce moment-là, ça peut faire produire de l'urine et on peut voir si ça marche ou pas. Tu peux un peu expliquer l'évolution comme ça qui nous a amené maintenant, il y a très peu de temps, vers la xénogreffe chez un être humain vivant. Oui, tout à fait. Alors, c'était pour essentiellement des visées éthiques. C'est-à-dire que les premières xénotransplantations, on a utilisé pour le coup comme receveur le primate non humain, avec des résultats qui ont été publiés, qui étaient intéressants. Et puis, deuxième grande étape, ça a été de mettre en place ces greffons chez des receveurs décédés et qui ont été par ailleurs récusés pour le don d'organes. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient en état de mort encéphalique. L'état de mort encéphalique, ce sont des patients décédés, mais qui, s'il n'y a pas d'opposition, en tout cas en France, peuvent donner leurs organes. Et parfois, pour des raisons X ou Y, il peut y avoir une contre-indication à la réalisation de ce prélèvement. Et donc, aux États-Unis, ils ont gardé comme ça, avec un état cardio-circulatoire actif, patient décédé, mais avec le système cardiovasculaire qui fonctionnait pendant jusqu'à 2 mois. Et ils ont mis en place des greffons. Alors, ils ont fait ça pour le cœur et pour le rein. Pour le rein, ils ont fait au préalable une binéphrectomie, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les 2 reins du receveur, ils ont mis 2 reins de cochon et ils ont pu étudier la sécrétion d'urine, la reprise de fonction rénale. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le rein, ça a une fonction évidemment pour la fonction rénale, l'élimination des déchets, mais ça a aussi une fonction sur l'anémie, sur la régulation phosphocalcique, sur la tension artérielle, etc. Donc, tout autant de paramètres qui ont pu être étudiés jusqu'à 61 jours, précisément, il me semble, sur ce néonat décédé qui a donné plein d'informations. Troisième étape, une fois qu'on a passé ces donneurs décédés, ça a été fait à titre compassionnel, c'est-à-dire chez des patients pour lesquels on n'avait plus rien à proposer et sous réserve évidemment de consentement, de règles biotiques très standardisées, ils ont accepté d'avoir une greffe d'un organe porcin pour visée compassionnelle. C'est tout récent et c'est ce qui va être le futur. Maintenant, ce sont les essais cliniques. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le rein a été FDA approved, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un dispositif médical ou en tout cas un produit de santé qui est considéré comme sûr. Et donc FDA, c'est l'agence américaine qui valide. C'est l'équivalent de la NSM en France, mais voilà, donc c'est la Food and Drugs Administration. Et ils ont validé donc ce greffon. Et donc les premiers essais cliniques vont pouvoir avoir lieu. Et ça a commencé en novembre 2025, donc c'est tout récent. Ces greffes compassionnelles, donc chez des patients qu'on ne pouvait pas greffer avec des reins humains, elles ont duré combien de jours au maximum ? Alors la première, elle a duré 2 mois. Le premier patient est malheureusement décédé de causes qui n'ont pas été encore, en tout cas qui n'ont pas été publiées. Sans doute qu'elles ont été identifiées, mais elles n'ont pas été encore publiées. Et puis il y en a eu plusieurs en tout. J'ai regardé récemment, il y en avait 6 à ma connaissance, 5 aux États-Unis, 1 en Chine. Les greffons ont pu durer jusqu'à peu près 280 jours. C'est difficile de savoir parce que c'est une actualité très chaude entre guillemets. Et donc les équipes scientifiques, il peut y avoir parfois aussi un peu de compétition scientifique, ne publient pas tout de suite leurs résultats, ne communiquent pas dessus. Donc voilà, difficile d'avoir des données très actualisées, mais en tout cas voilà, ça c'est des informations en tout cas de 2024, 2025. Voilà. En tout cas, c'est les plus fiables qu'on ait. Voilà, exactement. Combien il y a eu de tentatives jusqu'ici ? Alors, à ma connaissance, greffe cardiaque 2, greffe rénale 6, greffe hépatique 1, et il y a une équipe chinoise récemment qui a communiqué sur le fait d'avoir fait une greffe pulmonaire. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de données publiées sur cette greffe pulmonaire, cette xénogreffe pulmonaire actuellement. C'est un peu plus opaque. Ouais. Une question bête, est-ce que l'urine qui vient d'un rein de porc, elle est également jaune ? Oui, tout à fait. Alors, sur les xénotransplants, je peux pas trop prononcer, mais quand on faisait, en tout cas à l'école de chirurgie, les néphrectomies, etc., enfin notre entraînement sur des cochons, l'urine est jaune, oui. Très bien. Tout à l'heure, donc on disait que tu avais déjà visité à New York l'Institut de transplantation du professeur Montgomery avec qui tu vas travailler. Tu as pu déjà assister à une de ces xénogreffes ? Alors malheureusement, pas encore, mais j'espère que durant mon post-doctorat, qui va durer 1 an, et où il y aura très probablement cet essai clinique qui sera en cours, avec jusqu'à 40 procédures en tout cas de prévues, j'espère bien pouvoir shadow, comme ils disent les Américains, c'est-à-dire mettre un petit peu dans l'ombre et pouvoir regarder un peu les techniques et voir un peu les spécificités de cette transplantation. C'est génial, mais parce que pour des questions médico-légales, tu pourras pas exercer aux États-Unis, donc tu pourras pas réellement. Exactement. Ils ont une culture, on va dire, du fellowship, c'est-à-dire de recevoir des observateurs, des étudiants étrangers aux États-Unis, qui est assez importante.
mais néanmoins la pratique médicale nécessite en fait quasiment de refaire les études depuis le début. En tout cas, d'avoir une validation qui est très longue. Voilà. Et puis moi, pas forcément projet non plus d'aller vivre aux États-Unis, donc c'est pas l'objectif, mais en tout cas de bien de pouvoir voir ces chirurgies, voir les techniques, etc. C'est très intéressant. Plus près. On va revenir un peu sur la génétique. De manière générale, l'allogreffe, chez les humains, quand on prend un rein d'un patient et qu'on le met vers un autre patient, le premier risque, c'est le risque de rejet. Le risque de rejet, il existe aussi, tu l'as dit, avec les animaux. Il est peut-être encore un peu plus fort parce que c'est une espèce qui est différente de nous. Et pour cela, les porcs sont génétiquement modifiés. À quel point ils sont modifiés? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on sait à quel niveau exactement on se concentre pour limiter le risque de rejet? Oui, alors tout à fait. Ça a été possible grâce à CRISPR, c'est-à-dire ce qu'on appelait le ciseau moléculaire, qui a permis vraiment CRISPR, donc c'est une découverte dans les années 2020, pour avoir donc ce ciseau moléculaire qui va nous permettre de modifier la génétique de ces organes. Et donc il y a plusieurs sociétés qui ont décidé de faire ça. Ils ont modifié des porcs qui sont donc des porcs dédiés à la recherche, quoi. C'est-à-dire que ce sont des fermes, on va dire, pharmaceutiques. Et donc il y a deux sociétés qui ont plus ou moins modifié leur cochon. Il y a une société qui s'appelle United Therapeutics qui a un porc qui est modifié avec 10 modifications génétiques. Et puis une autre où il y a encore plus de modifications, je crois jusqu'à 69 pour la société iGenesis. Voilà, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, mais une des modifications génétiques qu'on peut faire, c'est enlever le gène qui est responsable, qui est le récepteur à l'hormone de croissance, pour faire un greffon qui ne sera pas soumis à l'hormone de croissance et qui donc, dans un receveur humain, qui lui sécrète de l'hormone de croissance, ne grossira pas. Ça, c'est une des exemples de modifications génétiques qu'on peut faire. Mais pour le moment, évidemment, j'imagine qu'on n'a pas d'idée sur est-ce qu'il faut faire plutôt 10 modifications génétiques ou plutôt 70, comme tu dis. Voilà, ça, deux stratégies qui sont en train d'être développées. Exactement. Il y a également, quand on fait de l'allogreffe, de la greffe classique, la question de la compatibilité ABO pour le groupe sanguin. Est-ce que c'est un point qu'on évalue également pour la xénogreffe? Alors, chez les animaux, en tout cas chez le porc, il n'y a pas de système ABO. Donc, il y a d'autres formes de rejet hyperaigu avec des récepteurs, des antigènes sur les hydrates de carbone, etc. Mais il n'y a pas de système ABO comme il y a chez l'homme. Donc ça fait un problème en moins. Oui. Alors, il y en a d'autres, effectivement, mais oui. D'accord. Très bien. J'ai également vu qu'on pouvait associer une greffe de thymus avec la xénogreffe de rein. Et pour expliquer rapidement, le thymus, c'est un organe qui est très utile, surtout quand on est enfant, pour développer son système immunitaire. C'est là qu'on va éduquer ses cellules immunitaires. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est l'idée de greffer et le thymus et le rein? Oui, alors effectivement, c'est ce qui a été fait notamment chez les reins United Therapeutics, qui ont été faits à NYU. Ils ont pris le thymus et ils l'ont mis dans la capsule rénale pour vasculariser le thymus, pour que le thymus soit toujours actif. Et l'idée, en fait, c'était de faire une déplétion en lymphocytes, c'est-à-dire de diminuer en fait le risque de rejet en utilisant le thymus du même donneur, c'est-à-dire qu'on a pris du porc, son rein et son thymus qu'on a mis sur le rein, donc ce qui s'est appelé des thymokidneys, donc des reins avec thymus, quoi. Très bien. L'idée, voilà, c'est d'avoir une régulation sur le système immunitaire supplémentaire. Très bien. Pour les agents infectieux, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on a des données déjà sur ce qui a été fait sur le risque de transmission d'agents infectieux? Oui, alors il y a quatre agents infectieux porcins qui ont été identifiés. Il y a le CMV porcin. Donc là, le CMV, c'est un virus qui est assez classique et qui est particulièrement surveillé en transplantation rénale également. Les circovirus porcins, les herpesvirus porcins. Il n'a pas été mis en évidence pour ces deux derniers de possibilité de transmission interespèces. En revanche, in vitro, en tout cas, ça a été possible de faire des infections ACMV d'enduite. Enfin, il avait été vu sur des prélèvements histologiques sur le receveur des infections avec le cytomégalovirus porcin, même si en pratique ça n'a jamais été vu, mais en tout cas en théorie ça pourrait être faisable. Et il y a un quatrième grand type de virus qui sont ce qu'on appelle les PERV, donc les rétrovirus porcins endogènes, donc ça qui sont des virus vraiment endogènes au porc,
et il y aurait une possibilité, en tout cas pareil théorique, de virus recombinés et avec recombinés vers l'homme. Mais encore une fois, dans tous les essais qui ont été réalisés, il n'y a aucune transmission de virus porcin qui n'a été fait à l'homme en prenant toutes les précautions, notamment pour les rétrovirus endogènes porcins. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez les fermes à visée pharmaceutique, il y a un accouchement, par exemple, qui se fait par césarienne pour éviter la transmission du virus. Et après, le porc est directement mis complètement à l'isolement, dans des stérilités maximum, etc., pour limiter justement ce risque d'exposition au virus au porc. Les virus recombinants, les rétrovirus, pour peut-être aller un peu dans le détail pour qu'on comprenne, c'est un virus qui va aller se mêler à l'ADN humain. Exactement. Et qui peut être transmis... En tout cas, qui pourrait l'être, même si, pour l'instant, dans toutes celles qui ont été faites, il n'y a jamais eu de transmission interespèces. Mais voilà, donc ce qu'ils font quand ils sélectionnent des porcs, ils prennent ceux qui expriment le moins ce virus, un accouchement par césarienne et un porc qui est à l'isolement, pour justement maximiser vraiment toutes les chances de sécurité pour ces transmissions de virus. J'ai vu que c'est notamment une des raisons pour lesquelles, en Europe, certains pays ont freiné un petit peu l'idée de la recherche et de développer la xénogreffe, ne sachant pas, avec le principe de précaution, le risque de ces rétrovirus qui n'existent pas chez l'homme et qui pourraient hypothétiquement faire des dégâts, avec la crainte en fait de nouvelles maladies émergentes infectieuses, des pandémies type Covid qui viennent d'ailleurs en tout cas. Oui, tout à fait. C'est après voilà toutes les précautions sont prises, même comme tu disais sur la grippe aviaire. Donc il y a des virus pour lesquels l'homme est complètement protégé. L'idée c'est pas d'en faire certains qui soient recombinés, c'est-à-dire qui soient modifiés et transmissibles en interespèces. Mais je pense que si toutes les précautions sont prises, je pense que c'est des risques qu'il faut considérer, mais qu'il faut évidemment prendre avec une certaine précaution. Ouais. Et pour l'élevage, donc d'abord il y a l'extraction par césarienne, mais on les met également dans des fermes isolées où ils ont peu de contact finalement avec l'extérieur pour limiter d'éventuels agents infectieux. Oui, tout à fait. Donc, j'ai pas visité ces fermes-là, mais effectivement, ce sont des fermes qui sont complètement à l'isolement. Si vous avez des gens qui viennent, les véhicules sont désinfectés. C'est vraiment important parce qu'il peut y avoir parfois des virus, même des virus dans l'eau potable, qui peuvent persister. Et donc l'idée, c'est d'avoir ces donneurs porcins qui soient complètement à l'abri de toute contamination, pour éviter justement après le risque de transmission de virus. Ces virus. On a une idée du coût d'une xénogreffe aujourd'hui ou pas ? Alors c'est difficile à dire puisque actuellement les industriels sont eux-mêmes les promoteurs de l'étude. Il n'y a pas de... Vous pouvez pas acheter un rein de cochon que c'est une boutique comme ça, mais voilà, les chiffres qui circulent, ça serait à peu près $1 million pour l'instant sur un xénogreffon. Ouais. Une xénogreffe. Ouais. En France, il y a environ 22 000, 23 000 patients qui sont inscrits en liste d'attente de greffe, dont 11 000 actuellement en ce qu'on dit en liste active, c'est-à-dire qui ne présentent pas de contre-indication temporaire pour être greffés, qu'on pourrait greffer tout de suite. Il y a plusieurs années d'attente. En général, il y a beaucoup de critères qui permettent d'établir la priorité pour être greffé. Pourquoi on est en pénurie d'organes ? Alors, le pénurie d'organes, c'est qu'il y a une inadéquation entre le nombre de receveurs potentiels et le nombre de donneurs. Ça peut être pour plusieurs raisons. Refus du don d'organes, donneurs parfois qui peuvent être trop âgés, polyvasculaires. Donc là, c'est vrai que les raisons sont actuelles. Et puis, l'espérance de vie qui s'allonge un petit peu. On vit plus longtemps, donc il y a plus de patients en dialyse. Il y a plus vraiment, avant il y avait une limite d'âge pour la greffe. Maintenant aujourd'hui il y a plus vraiment de limite d'âge. Ce qui compte c'est l'âge un peu physiologique, donc une évaluation gériatrique du receveur potentiel, et puis on voit ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr que le nombre d'inscrits sur liste augmente, alors que le nombre de greffes rénales par an reste à peu près aux alentours de 3000. Alors on essaye de trouver des sources de greffons alternatifs. Ça peut être les patients affectés par le HIV, par l'hépatite C, le don croisé.
Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Mais la xénotransplantation vient du coup se positionner un petit peu sur ce schéma. Et ce qui est assez intéressant, j'en profite, c'est que le professeur Montgomery est lui-même greffé cardiaque. Ah ouais. Il avait une malformation cardiaque. Donc il est 100% impliqué. Voilà, il a failli mourir 10 fois. Il avait un défibrillateur auto-implantable jusqu'au moment où ça marchait plus. Et aux États-Unis, l'accès à la greffe, c'est presque pire qu'en France, dans le sens où c'est à peu près 3% des patients inscrits sur liste qui vont, tout organe confondu, 3% des patients inscrits sur liste qui vont effectivement recevoir un greffon. C'est payant aux États-Unis d'ailleurs, la greffe rénale c'est une bonne question. Ça dépend après de l'assurance santé qu'ils ont. Je pense que ça dépend de la couverture qu'on a. Toujours pareil, aux États-Unis, système de soins, soit vous êtes très pauvre et donc vous pouvez avoir une espèce de couverture médicale universelle. Sinon, après, il faut payer via son employeur, etc., une assurance, mais c'est pris en charge par l'assurance. Mais c'est pas que sur des critères économiques. Et donc, pour revenir à ça, il s'est rendu compte que, en gros, il y avait quand même une pénurie de greffons assez importante, et c'est pour ça qu'il s'est lancé après dans la xénotransplantation. Ouais, très bien. Là, tu citais tout à l'heure les dents croisées. Qu'est-ce que c'est un don croisé ? Alors, don croisé, l'idéal en France, l'idéal en transplantation, c'est d'avoir un donneur vivant. Donc, vous pouvez avoir dans votre entourage, il n'y a plus de critères pas forcément au premier degré, deuxième degré, mais il faut avoir un donneur potentiel. Mais peut-être que dans votre entourage, vous en avez pas, mais il peut y avoir un autre couple donneur-receveur ailleurs en France qui est dans la même situation que vous, et par ailleurs, le donneur du couple A peut donner au receveur du couple B, et l'inverse. Et donc, en fait, on fait ce qu'on appelle un don croisé, c'est-à-dire que vous donnez votre rein à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais celui pour qui vous donnez reçoit, lui, de même, un greffon d'un couple de quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais qui va recevoir le premier greffon. Donc, c'est ce qu'on appelle le don croisé, et ce qui permet d'avoir une alternative, on va dire. On augmente un peu ses chances. Exactement. Il y a aussi les greffes ABO incompatibles. Oui. Est-ce que ça se développe un peu en France ? L'ABO incompatible, si je me trompe pas, ça vient surtout du Japon, parce que il me semble que là-bas, prélever des organes après le décès, c'est culturellement compliqué. Donc c'est eux qui étaient les pionniers dans cette technique. Ça existe en France, hein, il y a plusieurs centres qui le font, mais est-ce que ça s'est développé au cours des 10-15 dernières années ? Bah oui, exactement. C'est-à-dire que ça vient des pays asiatiques où effectivement il n'y a pas une culture du donneur décédé, c'est essentiellement du don vivant. Et donc on essaye normalement de respecter le système ABO, mais sous réserve d'échanges plasmatiques. Et en France, à Foch, on le fait. On fait effectivement des greffes ABO incompatibles. Avec des échanges plasmatiques, un contrôle ultime jusqu'à la veille de l'intervention pour vérifier que il n'y a pas d'anticorps de risque de rejet hyper aigu. L'échange plasmatique, c'est pour retirer les anticorps dirigés contre le groupe du donneur. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et on fait ça. Mais donc, si on revient sur le positionnement un peu de la xénogreffe dans l'arsenal je te pose en fait toutes ces questions pour revenir à ça. Donc voilà, si on revient un petit peu sur la positionnement, l'idéal, c'est d'avoir un donneur vivant. Alors, si pour une raison X ou Y, vous pouvez pas avoir de donneur vivant, vous êtes sur la liste des donneurs en mort encéphalique. Mais pour d'autres raisons, essentiellement d'hyperimmunisation, vous aurez un accès à la greffe qui va être compliqué. L'hyperimmunisation, c'est les patients qui ont développé beaucoup d'anticorps dans leur vie, soit parce qu'ils ont déjà eu des greffes, soit parce qu'ils ont été transfusés notamment, ou bien pour les femmes qu'elles ont eu des enfants en grossesse. Exactement. Donc, si vous êtes immunisé contre, soit, comme tu l'as dit, transfusion, transplantation ou grossesse, vous allez avoir un accès à la greffe qui est compliqué. Et donc là, c'est là où vient se positionner la xénotransplantation. Évidemment, la xénotransplantation, c'est pas pour tout le monde. C'est pour moi ceux qui n'ont potentiellement ceux qui n'ont pas de donneur et ceux qui ont un accès compliqué à la greffe et qui restent des patients avec un bon état général. Mais effectivement, si vous avez 70 ans et que vous savez que du fait de votre hyperimmunisation, vous n'allez pas pouvoir être greffé avant 10 ans, 10 ans, 10 ans plus tard, vous aurez 80 ans. À 80 ans, le risque de leur transplantation, il est quand même plus élevé. Et donc, chez ces patients-là, plutôt que d'avoir les 10 dernières années de leur vie branchés une machine de dialyse, là, ça peut se positionner du coup la xénotransplantation. Très bien. Et tu disais qu'aujourd'hui, avant, c'est vrai qu'on disait souvent 85 ans. Maintenant, quelqu'un qui est plus âgé mais qui est en super forme, peut sur le papier être greffé.
Et tu crois qu'on pourrait aller faire de la xénogreffe aussi à cet âge-là ou... Alors moi à titre personnel, la patiente la plus âgée que j'ai greffée, elle avait plus de 90 ans. Ah oui. Mais bon, voilà, elle était vraiment très en forme, etc. Je pense qu'il faut que ça va rester quand même des protocoles d'immunosuppression sans doute bien plus lourds que ceux en allogreffe. Donc il faut quand même que ce soit des patients qui soient assez fit. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va pas commencer avec des patients fragiles. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même des patients, à mon avis, voilà, qui ont ce qui a été fait à peu près, hein, c'est-à-dire des patients avec un accès à la greffe très compliqué, une 60aine d'années, et qui veulent ne plus plus être en délice, parce que la délice c'est quand même c'est lourd, quoi. En termes de qualité puis de quantité de vie aussi, c'est morbide. Tout à fait. Et tu crois que, ton point de vue, dans combien de temps on pourrait avoir une xénogreffe en France ? Ça, c'est difficile à dire. La bonne nouvelle, c'est que quand j'ai essayé de voir un peu avec l'agence de biomédecine qu'est-ce qui est faisable, il y a pas de frein réglementaire, en tout cas formel. Il y a la NSM, comme la FDA aux États-Unis, donc qui doit donner son accord avant de pouvoir faire un essai avec ces xénotransplantes. L'agence de biomédecine donne un avis, mais a priori, si on respecte les clauses qui seraient à peu près identiques de celles des États-Unis, il n'y a pas de difficulté, en tout cas majeure. Globalement, ce qui arrive aux États-Unis, on l'a à peu près 10 ans plus tard en France. Donc, ils ont commencé en 2024. Je serais pas étonné que 2034, par là, on commence à faire les premières procédures en France. Ouais. Sous réserve de bons résultats aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que si ça fonctionne aux États-Unis, ce qui a l'air d'être le cas, je serais pas étonné que 2034, 2035, on commence à faire les premières procédures en France. Surtout s'il y a plusieurs médecins comme toi qui vont aller se former là-bas. Ah oui, ouais. Moi, qui aime bien la transplantation, c'est évidemment passionnant. Et puis de voir un peu qu'est-ce qui peut se faire en France après l'issue, ce serait très intéressant. Oui. Cyril, c'était passionnant. Je pense que on a répondu à pas mal déjà de questions de base, mais un peu plus pour les gens qui veulent se renseigner sur le sujet. Et c'est un sujet qui va être de plus en plus présent dans les congrès et puis dans la presse généraliste, puisque ça touche beaucoup de monde, les maladies rénales. Je te remercie. Je te souhaite d'avoir plein de succès et puis d'engranger plein de connaissances là-bas à New York pour que tu puisses les ramener ici et faire profiter les services hospitaliers puis les patients qui sont en attente d'une greffe de rein. Merci à toi. Merci pour l'invitation. C'était très, très chouette. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ou d'avoir écouté sur les plateformes de podcast. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous avez appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris énormément sur un sujet qui sera de plus en plus présent en santé à l'avenir. Si vous découvrez le podcast, vous pouvez vous abonner sur YouTube ou vous abonner sur les plateformes audio. Plus on sera nombreux et plus ça va m'aider à développer le podcast et à inviter des super personnes qui ont des parcours inspirants et qui vont pouvoir nous apprendre beaucoup de choses. J'étais ravi de faire cette émission pour vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.